Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 28 mars 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver après une longue absence Éric Galliègue et son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas, que vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous très régulièrement sur TV Finance et avec nous surtout pour décortiquer l'actualité macro, micro, monétaire, géopolitique et nous expliquer son impact sur l'évolution des indices actions. Avant de rentrer dans le détail de l'information que vous avez sélectionnée pour nous, Eric, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le bilan de la semaine écoulée qui va, je le rappelle, du jeudi au jeudi? Enfin là, en l'occurrence, du mercredi au mercredi en plus. Tout à fait. Le bilan est donc neutre, puisqu'on on est stationnaire à peu près sur les plus hauts historiques, dans une posture relativement prudente des marchés finalement. Donc, ce sont des variations quasi insignifiantes, sauf que insignifiantes donc sur les actions aux États-Unis comme en Europe. Sauf que on a assisté donc à une baisse de 1% de la parité euro-dollar qui est assez significative cette semaine. Ok, très clair. Du coup, alors vous avez vous mettez en avant ce qui fait effectivement actuellement bouger ce qui intéresse très particulièrement les investisseurs, c'est la politique monétaire, la stratégie de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Quid du pivot? Va-t-il avoir lieu en 2024? Combien de baisses? Une, deux, trois, aucune? Bref, ça hante l'esprit des investisseurs actuellement. Du coup, par la force des choses, restons sur du concret, sur le discours de Jérôme Powell, qui, pour certains, est trop dovish, mais en tout cas, continue de dire qu'il y aura 3 baisses de taux en 2024. Oui, c'est clairement sous les aspects monétaires que la semaine s'est écoulée avec cette information, ces informations données par le président de la Fed, qui considère qu'il devrait effectivement y avoir 3 baisses de taux au cours de l'année 2024, avec possiblement une accélération du phénomène si les données économiques s'améliorent, notamment si le marché de l'emploi commençait à donner quelques signes de faiblesse. Donc tout ceci simplement pour nous rappeler que donc en mars il n'y a pas eu de baisse de taux bien sûr, puisqu'il y a eu donc le FOMC cette semaine, et par ailleurs que effectivement on va avoir des baisses de taux. C'est quelque chose que les marchés attendent évidemment depuis plus d'un an. On en parlait déjà l'année dernière, on parlait du fameux pivot, expression évoquée par les brokers américains, donc les pivots pour l'année 2023, qui ne s'est pas déroulé en 23, ça va se dérouler en 24, et il y a donc une confirmation de cela avec possiblement une probabilité de 70% d'une première baisse des taux au cours du FOMC du mois de juin. Très clair. Écoutez, on suivra ça évidemment avec beaucoup d'attention. Il y a une banque centrale occidentale qui, elle, a effectué son pivot. C'est la Banque nationale de Suisse. Du coup, par la force des choses, est-ce que elle va être moteur de ce que l'on attend tous des banques centrales, des principales banques centrales de la planète? Alors oui, c'est caractéristique d'un cycle qui est en train de s'inverser, effectivement, et s'inverser dans le bon sens. C'est vrai que la BNS, c'est une grande banque centrale. Elle gère des montants considérables. Elle gère aussi la force du franc suisse, qui est un problème important pour ce pays qui est très exportateur. Et donc, effectivement, elle envoie un message très clair en baissant d'une façon, comment dire, symbolique en quelque sorte, puisqu'il s'agit d'un quart de point, mais elle baisse donc son taux directeur, ce qui est donc plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, une deuxième bonne nouvelle pour cette semaine, qui est donc placée sous des auspices monétaires en quelque sorte. Exactement, sous les auspices monétaires, et ce depuis déjà de nombreux mois. On va poursuivre avec la guerre froide technologique que se livrent les États-Unis et la Chine, avec encore un nouvel acte, un nouveau round hier. Par la force des choses, comment est-ce que vous le traduisez, vous quel impact sur les marchés actions, Eric? Alors, c'est un impact que nous, on considère comme négatif. C'est vrai que la guerre commerciale est toujours en cours, entre les États-Unis et la Chine. Je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer. Le fait que le gouvernement chinois ait donc interdit ou banni des grandes sociétés américaines, des grandes sociétés technologiques américaines, des équipements gouvernementaux, donc sont complètement exclus des appels d'offres publics, c'est un élément qui nous semble effectivement négatif, qui confirme toujours que cette tension commerciale entre entre la première et la deuxième économie mondiale
reste un problème qui peut du jour au lendemain nous amener à vivre des situations compliquées, comme on peut le voir d'ailleurs, enfin, d'une certaine façon, même si ce n'est pas directement lié, sur le quatrième point de la semaine, puisque c'est en relation avec Apple, qui a vu ses ventes en Chine chuter de 33%, hein, ventes d'iPhone chuter de 33% en février. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. C'est lié à des raisons économiques ou microéconomiques en quelque sorte, avec donc le déploiement en Chine de deux concurrents très importants et qui effectivement comptent versus Apple. Apple qui est quand même en difficulté, c'est un peu le sujet de ce quatrième point. La justice américaine s'attaque à Apple pour finalement position dominante ou pratique non concurrentielle au niveau de l'iPhone. C'est vrai que l'iPhone demeure très pas dominant, mais à une position très importante. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, Apple est en difficulté en termes juridiques. Il n'y a pas que le département de justice américain, il y a d'autres comment dire opérations, d'autres procès en cours contre Apple. Donc c'est important, c'est pour la capitalisation mondiale. On voit que l'action encaisse tout ça, elle contre-performe relativement depuis quelques mois. Mais ça montre aussi que le marché est capable de supporter en quelque sorte la défaillance de la première capitale mondiale, ce qui est un sujet intéressant et qui peut-être nous amènera à avoir une diffusion donc de la hausse à d'autres secteurs que la techno américaine. Ok, très clair. Bah écoutez, effectivement, et puis certains commentateurs, certains analystes commencent à se poser la question de savoir s'il ne faut pas commencer à vendre Apple, en fait, en réalité. Eh oui, Apple est dans une situation un peu compliquée et on le voit sur ces problèmes donc avec le département de la justice américaine, on le voit avec d'autres procès, on le voit avec son retard par rapport à l'IA. Apple est un petit peu à la rue, comme on dit, en ce qui concerne l'IA. Elle n'est pas en pointe. Si on rajoute sa forte dépendance à la Chine, qui est son deuxième marché, après les États-Unis, ça fait quand même beaucoup de choses. Et on voit bien sur le graphique, sur 10 ans, on voit bien que le cours de Apple revient sur des niveaux qu'il a pratiqués il y a quasiment 2 à 3 ans, 2 ans. Et qu'il y a une sorte de plateau de bénéfices aussi. Donc, effectivement, attention, c'est un sujet. Après, le marché peut se passer d'Apple, on le voit d'ailleurs depuis quelques temps. Il a d'autres ressorts dans les secteurs techno, mais aussi dans d'autres secteurs, puisque on aimerait tous qu'il y ait une forme de diffusion plus importante et que la polarité extrêmement forte sur quelques sociétés puisse se diffuser à d'autres, et notamment aux sociétés small et mid, par exemple. Bah écoutez, c'est pas pour demain, Eric. Du coup, par la force des choses, quelle est votre synthèse de la semaine ? La synthèse est positive. On a donc 3 points positifs qui nous semblent clairs. Donc, les événements monétaires qui sont favorables. La Chine qui exclut donc les sociétés américaines, ce qui est plutôt négatif, et donc les difficultés d'Apple. Donc, au total, on se retrouve avec un bilan positif sur cette semaine. Qui est donc de plus 2 et qui confirme que globalement le niveau de risque se stabilise ou continue à s'améliorer depuis plusieurs mois. Ok, très clair. Et donc, par la force des choses, vos recommandations d'investissement sous le prisme justement de l'évolution et de la compréhension du juste prix et de l'analyse des risques, eh bien, ne bougent pas. Vous restez, je dirais, plutôt même clairement à l'achat sur les marchés actions. On est clairement investi du point de vue de l'analyse du risque, donc on se retrouve dans une situation qui est neutre, voire favorable désormais. Je rentre pas dans le détail parce que ce serait un peu long, mais globalement, on considère qu'effectivement ce niveau de risque est relativement confortable actuellement, sachant que au niveau de la dynamique des prix, de l'analyse algorithmique qu'on peut faire, on se retrouve dans une situation positive. Le marché est clairement dans une tendance haussière. Globalement, on est, après une hausse de 8-9% depuis le début de l'année, dans une situation favorable qui devrait continuer. La saisonnalité va s'inverser au cours du mois d'avril. On le sait bien qu'il y a un phénomène novembre-avril. C'est assez impressionnant à nouveau cette année. Il faut acheter au début novembre et vendre fin avril pour réaliser une surperformance assez impressionnante sur longue période. C'est assez naïf, mais ça marche bien. Cette saisonnalité va donc s'inverser. Mais globalement, nous considérons que tous les éléments qu'on a face à nous, objectivement, sont toujours favorables à une poursuite de la hausse des marchés d'actions pour différentes raisons. La croissance bénéficiaire reprend,
la liquidité demeure abondante et on sait on est face à un phénomène plutôt de stock que de flux. C'est un élément important qu'on a compris au cours de l'année 2023. C'est-à-dire que normalement, les flux étaient inversés en matière étaient négatifs sur la liquidité, mais c'est le stock de liquidité qui demeure très important. Et c'est ça qui l'a emporté finalement. Donc globalement, on est toujours à l'achat. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci Eric pour toutes vos précisions, votre analyse, vos conseils. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan. Avec nous, généralement, c'est le vendredi. Aujourd'hui, je rappelle que les marchés sont... Enfin, aujourd'hui, vous êtes avec nous parce que demain, les marchés sont fermés. Et lundi également. Et donc, c'est pour ça que, eh bien, vous êtes avec nous en ce jeudi 28 mars. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, de notre côté, on va marquer une rapide, courte page de publicité. Et on se retrouve juste après pour notre point bourse. À tout de suite sur TF Finance.